Et Oussama Ben Laden fait partie. Il est au nombre de ceux-là. Il s'est trouvé propulsé dans le champ de la violence, de l'intégrisme, par les nobles séoudiens qui trouvaient expédient de faire défendre les intérêts extérieurs du royaume par les enfants de leurs valets plutôt que par les leurs. Ça, c'est l'erreur classique des parvenus. Alors, et au gré de leurs picaresques aventures, nos jeunes gens, nos fils de bourgeois, ont fait de mauvaises rencontres, ils ont subi de mauvaises influences, et ils sont revenus sur le terrain pour mordre la main de leur maître. C'est ainsi que s'est engagée, dès le milieu des années 80, une surenchère permanente au fondamentalisme religieux et au contrôle de l'islam mondial entre la famille saoud et ses rivaux ou ses opposants à l'intérieur comme à l'extérieur. La rivalité chiite, sunnite, Iran, la rivalité de légitimité Iran-Arabie a été pour beaucoup dans l'élévation du niveau du fondamentalisme musulman. Cette surenchère s'est essentiellement traduite, faute de ressources humaines, faute de savoir-faire en matière d'action extérieure, par le seul moyen qui ne manque pas en Arabie, l'argent. C'est des fonds qui sont distribués de façon souvent inconsidérée dans l'ensemble du monde musulman et des communautés émigrées, qui ont évidemment fini dans l'escarcelle de ceux qui pouvaient s'en servir, c'est-à-dire de la seule organisation islamiste internationale à peu près structurée, bien structurée, qui est l'Association des frères musulmans et surtout sa branche transgressive, sa branche violente, son émanation violente que sont les Jama'a Islamiyya, les groupes islamiques, dont la Qaïda de Ben Laden n'était à mon sens que l'une des nombreuses manifestations. Et de fait, partout où la violence djihadiste s'exprime, c'est toujours évidemment dans les zones les plus fragilisées du monde musulman et de ses communautés immigrées, sa genèse repose toujours sur la même logique ternaire. Premier élément, une surenchère idéologique et financière du régime séoudien et de ses opposants locaux ou de ses rivaux. Deuxième élément, une forte implantation locale de l'Association des frères musulmans ou de ses émanations que sont les Jama'a Islamiyya, qui profitent des surenchères et qui surfent habilement sur toutes les contradictions politiques, économiques, sociales, pour dresser les masses contre les pouvoirs locaux et pour dissuader l'Occident de se porter à leur secours ou d'intervenir. Il faut rendre, pour être tranquille chez soi, il faut rendre le monde musulman haineux et haïssable. Et puis, troisième élément de cette logique ternaire, parce qu'il faut battre un peu notre coulpe, un regrettable penchant de la diplomatie et des services occidentaux, américains en tête bien sûr, et de leurs alliés locaux, à soutenir dans le monde entier, souvent militairement, les mouvements politiques les plus réactionnaires et les plus intégristes sur le plan religieux, comme rempart contre l'Union soviétique jusque dans les années 90, et dans la politique de containment de l'Iran ensuite, depuis les années 80. Et ce même cocktail de trois éléments, produit pour des raisons très différentes qui sont liées à des contentieux locaux non résolus ou à des interventions extérieures mal maîtrisées, produit les mêmes effets, effectivement, en Afghanistan, au Pakistan, en Indonésie, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, dans les pays de la zone sahélienne et jusque dans les zones de non-droit des communautés musulmanes immigrées en Occident. Je ne vais pas entrer, pour des raisons de temps, dans le détail de ces différentes situations de violence politique, mais il faut bien constater que si elles se développent toutes suivant à peu près le même cheminement, elles correspondent à des problématiques locales totalement hétéroclites et mettent en jeu des acteurs qui ne communiquent que très peu entre eux. Et s'ils se réclament tous du même drapeau mythique, c'est parce qu'ils savent bien que ce drapeau a valeur de croque-mitaine pour les pays d'Occident en général, pour l'Amérique en particulier, qui sont tous supposés pouvoir apporter leur soutien aux régimes les plus contestés. Alors, Benguiga, bien sûr, on pourra toujours m'objecter que, puisque la violence djihadiste existe bien et qu'elle se développe à peu près partout suivant les mêmes schémas, peu importe qu'on l'appelle ou non Al-Qaïda, qui ne serait alors que l'appellation générique d'une certaine forme de violence intégriste mondialisée. Un certain nombre de journalistes devenus plus prudents maintenant, au lieu de nous parler d'Al-Qaïda, nous parlent de la nébuleuse Al-Qaïda. Alors, la nébuleuse, c'est nébuleux, et le problème, effectivement, c'est qu'une telle confusion sémantique est à l'origine de toutes les mauvaises réponses et exclut de facto toute solution adaptée au problème. Parce qu'il existe, en effet, deux façons de passer à la violence terroriste politique. Ou bien on constitue un groupe politico-militaire organisé
hiérarchisée, avec un chef, une mission, des moyens, une tactique coordonnée, un agenda précis, des objectifs définis, ça revient à constituer une armée avec des professionnels de la violence et à s'engager dans un processus d'affrontement de type militaire. C'est, ou ça a été, le cas de la plupart des mouvements terroristes révolutionnaires ou indépendantistes en Europe, en Amérique du Sud, au Proche-Orient jusqu'à la fin du XXe siècle. Ou bien, on a recours à la technique dite du lone wolf, du loup solitaire, qui consiste, en gardant un pied dans la légalité et en posant un autre dans la transgression, à jouer idéologiquement sur une population sensible pour inciter les éléments les plus fragiles, les plus motivés, à passer à l'acte de façon individuelle ou groupusculaire, en frappant où ils peuvent, quand ils peuvent, comme ils peuvent, peu importe, pourvu que l'acte porte la signature de la mouvance et s'inscrive dans sa stratégie générale. La technique du lone wolf, elle est pas nouvelle, hein, elle est ancienne. On l'appelle lone wolf parce qu'elle est bien connue aux États-Unis. Elle a été théorisée par M. William Pierce dans ses Turner Diaries qui sont restés au top 10 des ventes aux États-Unis pendant pratiquement toute la décennie 90 et qui inspire la plupart des militants violents de la suprématie blanche et des ultrafondamentalistes chrétiens. C'est cette technique qui a prévalu dans les attentats d'Atlanta, d'Oklahoma City et dans nombre d'actions individuelles dont le total approche et même dépasse celui des morts du 11 septembre. C'est cette même technique qui est mise en œuvre par un certain nombre de groupes dans le tiers-monde, comme les loups gris en Turquie ou comme les frères musulmans dans le monde arabe et musulman. Alors, si certaines formes de violence locale dans le monde arabe empruntent au premier modèle, c'est à l'évidence, suivant le second modèle, que fonctionne la violence djihadiste exercée en direction de l'Occident et en direction d'un certain nombre de régimes arabes. Et tous les services de sécurité et de renseignement savent pertinemment qu'on ne s'oppose pas à la technique du lone wolf par des moyens militaires, des divisions blindées, ou par une inflation de mesures sécuritaires indifférenciées. On s'oppose à la technique du lone wolf par des mesures sécuritaires ciblées, appuyées sur des initiatives politiques, sociales, économiques, éducatives et culturelles qui visent à assécher le vivier des volontaires potentiels en les coupant de leurs sponsors idéologiques et financiers. Non seulement, et là je vous renvoie à différents rapports du Trésor américain, rien de sérieux n'a été entrepris pour tenter d'enrayer le substrat financier, et encore moins le substrat idéologique de la violence djihadiste, mais en désignant l'Al-Qaïda comme l'ennemi permanent contre lequel il faut mener une croisade par des voies militaires et sécuritaires totalement inadaptées à sa forme réelle, on a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique. Alors évidemment, on a raté le moustique, mais les dégâts collatéraux sont patents, comme on peut le constater au quotidien, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. Et le premier effet de cette croisade ratée, ça a été d'alimenter, au contraire, le vivier des volontaires, de légitimer cette forme de violence, d'en faire le seul référentiel d'action, d'affirmation possible dans un monde musulman dont l'imaginaire collectif est traumatisé maintenant par une loi universelle des suspects qui pèse sur elle, par des interventions et des occupations militaires massives, interminables et aveugles. Depuis 9 ans, l'Occident frappe sans grand discernement en Irak, en Afghanistan, dans les zones tribales du Pakistan, en Somalie, en Palestine bien sûr. On se propose maintenant d'intervenir au Yémen, et puis pourquoi pas pendant qu'on y est en Iran, mais aux yeux des musulmans, Ben Laden court toujours au nez et à la barbe de la plus puissante armée du monde, et le régime islamiste d'Arabie saoudite reste sous la protection absolue de l'Amérique. Alors pour conclure, et essayer d'apporter mon élément de réponse à cette table ronde, où en est Al-Qaïda? L'Al-Qaïda, elle est morte entre 2002 et 2004. Mais avant de mourir, elle a été engrossée par les erreurs stratégiques de l'Occident et les calculs peu avisés d'un certain nombre de régimes de pays musulmans. Et elle a fait des petits. Alors le problème pour nous, c'est maintenant de savoir si nous referons avec ces rejetons malvenus les mêmes erreurs en alimentant un cycle indéfini de violence, ou si, pour garder la référence à UNESCO, nous saurons, avec nos partenaires arabes et musulmans, enrayer la prolifération des rhinocéros. Merci.